suis un petit peu embêté par rapport à la question que m'avait posée Louis David, c'est-à-dire que clairement, on ne fait pas d'open hardware au sens strict terme chez Renault. Ceci dit, j'ai pu quand même faire un petit panorama des initiatives qui sont en lien, qui se rapprochent et qui vont vers, en tout cas, questionner ce que pourrait être l'ouverture de ce type-là dans l'entreprise. Je disais le faire au travers de quatre éléments. Le premier, ça va tourner autour de l'étude utilitaire, qui est un peu moins connue comme activité principale que les voitures personnelles sur nous, qui pourtant est une part très importante de l'activité qu'on peut avoir. Et qui notamment est assez compliquée dans le sens où on a énormément de clients très très différents à travers le monde, à travers leurs usages, à travers leur modèle économique, ce qui fait qu'on a une diversité qui est extrêmement compliquée dans ces sujets-là. Pour vous donner une ordre de grandeur, on a autour de 300 versions de caisses différentes sur un master. Gros les plus faux. Donc une manière d'intégrer, d'aller plus loin dans la traîne en fait, dans les besoins d'offres qui ont été faits, c'était il y a plusieurs années en fait de mettre en place quelque chose qui s'appelle les adaptations complémentaires. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez forcément, je ne sais pas si quelqu'un connaît. Le principe en fait c'est de travailler sur un véhicule qui est un véhicule plateforme et qui permet en fait à un ensemble de carrossiers, agréés ou pas agréés, de développer autour de cette plateforme des objets et des propositions de solutions qui vont répondre à des besoins très locaux. Donc ça met en lien, vous voyez, ça représente quand même presque un tiers des véhicules utilitaires qui sont vendus. On a à peu près une cinquantaine de carrossiers qui proposent des adaptations. Et dans le principe, en fait, c'est un partage d'un certain nombre d'informations, des informations sur les charges, des spécifications, des lignes, des moyens de validation, et un accompagnement de l'entreprise qui est fait au niveau des méthodologies de développement, qualité, homologation, des prêts de support physique. Voilà. Je crois que c'est un exemple qui était intéressant, parce que c'est bien couvert vraiment des besoins qui sont des besoins de niche en termes de business. Qui se rapproche, je trouve, de ce qu'on peut imaginer comme une logique qui opère en Le deuxième exemple que je voulais citer, c'est plus en lien en fait, avec l'activité que j'ai au quotidien dans mon entreprise, c'est l'intégration et l'innovation. On a comme fonction macro d'être support à l'innovation. Ça se passe en gros au travers de 4 grands rôles. Veille stratégique et prospective, un deuxième qui est plutôt lié à l'innovation ouverte vers l'extérieur de l'entreprise, au travers de différents types d'activités. Et l'autre plutôt tourné vers l'intérieur de l'entreprise. On essaye d'être un peu une enabler, de donner une capacité à chacun de s'exprimer et à promouvoir une culture de l'innovation. Si on prend la partie plutôt tendue vers l'extérieur, c'est l'occasion d'aller expérimenter en fait, avec d'autres entreprises ce que pourrait être finalement des logiques de type open hardware. J'ai mis en exemple une logique de co-développement. Le premier qui concernait en fait une expérimentation qui s'appelait Smart Window, qui était cette idée de pouvoir donner en fait à des utilisateurs une capacité à développer leur propre solution de domotique, qui puissent eux-mêmes développer finalement. Donc, la logique est quelque chose vraiment intéressant qui a été fait avec le CEA, qui a été fait avec le partenaire de Bouygues. Donc de développer cette logique-là et voir comment on pouvait plutôt travailler sur un objet de type plateforme que sur des solutions qui sont toutes faites pensées à l'avance et qui ne répondent pas forcément aux besoins naturels des gens. L'autre exemple de collaboration qu'on a en amont, c'est plutôt des travaux qui sont de type prospective en fait. On est très en amont, on arrive à partager des visions. Là c'est un exemple qui s'appelle Cité 2030. On est parti en fait de DSUS de partager avec nous toute une étude prospective qui s'est réalisée pendant plus d'un an et demi sur l'année passée, et à partir duquel on s'est regroupé en fait entre industriels pour essayer de travailler à ce que pourraient être des typologies de ville à l'horizon 2030 en traversant par des thématiques comme le transport, la mobilité, les loisirs, et voir quelles nouvelles formes de services on pourrait être amené à développer ensemble de manière conjointe, et vraiment dans cette idée de pouvoir travailler très en amont ensemble à des solutions et des designs qui puissent être inédits par rapport à ce qu'on aurait fait nous tout seuls dans notre entreprise. Le troisième exemple, c'est la partie plutôt fabrique interne, un dispositif d'ouverture vers l'intérieur de l'entreprise, qu'on a mis en place donc il y a un an et demi, et qui est vraiment parti dans une volonté en fait, de pouvoir donner face à chacun dans l'entreprise des moyens de s'exprimer
d'être promoteur d'idées d'innovation nouvelles. Donc promouvoir une culture vraiment d'ouverture interne et d'accès à des moyens, vraiment regarder à des habitudes. En fait. Essayer de mettre un petit peu les liens qu'on y voit aujourd'hui de manière très naturelle, c'est sur l'ouverture, c'est d'avoir un espace de liberté internet où chacun finalement puisse venir discuter l'entreprise, discuter son mode de fonctionnement, son proposition pour des projets, et puisse commencer à travailler de manière très très ouverte et décloisonnée dans l'entreprise, ce qui est relativement inédit finalement à la manière de fonctionner habituelle. Deuxième aspect qui est plutôt ce qu'on dit à se confronter au réel, qui est d'être promoteur d'une culture qui soit proche de celle du numérique finalement dans l'entreprise, qui permettent de changer une manière de penser et se rapprocher des logiques du software, du open hardware, en sortant de l'approche classique qui est celle souvent de la logique cognitive, on pense au bout, on fait très très bien. On est assez peu dans des rapports d'itération, dans des rapports de test, dans des rapports où on va solliciter les utilisateurs pour aller essayer avec eux des choses et les concevoir. Là, l'intérêt, c'est d'avoir un espace dans lequel on soit en mesure de faire ça, inviter des utilisateurs, travailler avec eux, avoir des retours très très directs, voire travailler avec d'autres. Et le troisième gain, on tourne beaucoup de l'agilité qui c'est assez technique. On aimerait pouvoir avoir de manière un petit peu plus concrète, factuelle. Là, il se trouve que l'idée, c'est vraiment d'ouvrir l'accès, d'ouvrir la boîte. On s'aperçoit finalement que les gens retrouvent une facilité, une capacité à communiquer, une simplicité dans donner corps aux idées qu'ils peuvent avoir, et quelque chose qui n'est pas forcément évident. En termes de fonctionnement, je ne vais pas revenir sur comment fonctionne les trois piliers. On a les outils, on a tout ce qui est le principe des design architectural, on a principalement les communautés. On s'est aperçu à la pratique, c'est quelque chose qui était extrêmement intéressant pour en interne venir vraiment motiver et faire se rencontrer des communautés très différentes. Des communautés qui sont des gens qui ont plutôt des idées, des penseurs qui aiment discuter, et des communautés qui sont plutôt des communautés de makers, au sens vraiment premier du terme, vraiment les groupes de scholars chez nous. Le fait d'avoir cette rencontre entre ces deux communautés-là, c'est extrêmement intéressant. Ce qui fait que, pour moi, finalement, le lieu devient un lieu plateforme sous lequel on arrive à générer une nouvelle proposition de concept. Et ce qui est également extrêmement intéressant à travers ces communautés-là, c'est qu'on s'est aperçu qu'on rentre en lien avec des communautés qui étaient à l'extérieur de l'entreprise. Vraiment, cette ouverture à l'intérieur, ça a également été une ouverture à l'extérieur de l'entreprise. Moi, aujourd'hui, je suis en lien avec beaucoup des Fab Labs qui sont poussés chez des grands industriels. On est en train de se regrouper, de monter une association avec cette volonté de pouvoir partager à la fois simplement le fait d'être ensemble, de se renforcer en tant que communauté, le fait de partager des moyens, partager des conseils, des ressources, et aller jusqu'à partager des lieux, faire si je veux remonter un atelier sur le véhicule autonome, voir les gens d'Airbus qui sont là, des gens Snellman, ça peut avoir une valeur extrêmement forte. C'est une forme d'ouverture qui, pour l'instant, est, je trouve, assez nouvelle et intéressante pour concevoir des innovations, de nouveaux projets. Et le quatrième exemple dont je vais parler, c'est le fruit d'une collaboration. On a un travail qu'on fait en commun avec Local Motors, qui était en fait un appel à projet qui a réalisé Local Motors il y a quelques semaines sur ce point de la future de l'automobile. D'un type d'automobile, qu'ils appelaient 3D Printed Car Design Challenge. Ils ont fait un appel à des gens qui proposent des designs autour d'un véhicule qui serait en partie inconnu et qui aurait comme base de structure, en tout cas, un élément de châssis qui est un élément Local Motor, c'est des éléments de propulsion, de transmission, de commande, qui eux sont hackés depuis un Twizy, qui est un petit véhicule électrique lourd. Il y a quand même eu presque 206 propositions à travers 30 pays. Et ils sont en mode de fabrication, qui sont en mode de fabrication agile, un peu à la manière de Wikispeed, de ces engins-là, avec une partie structurelle qui est imprimée en 3D avec de la fibre de carbone, qui préfigure, je pense à mon sens, ce que pourrait être une innovation vraiment de disruption dans le monde automobile, donc évoqué jusqu'à présent, avec une fabrication finalement locale, un design distribué et partagé de manière extrêmement large, et où on aurait un écosystème où chacun puisse trouver finalement une valeur, une part du gâteau. Au travers de tout ça, j'ai essayé de poser un peu les questions que j'avais que ça m'amène à avoir. Donc ça a été évoqué, quoi ouvrir, quoi fermer, finalement, parce que c'est pas, je pense que tout ouvert, c'est pas forcément la solution. Comment se connecter à d'autres communautés, comment est-ce qu'on arrive à avoir des modèles qui sont des modèles gagnants,
que c'est pas le tout d'avoir finalement un écosystème comme celui-là, mais il faut qu'on arrive à avoir quelque chose qui soit pérenne. Les types de business model, même si on va le voir juste après. La question du pour qui, du temps, des lieux, des rôles, moi c'est une grande question que j'ai autour de ça. Je pense qu'on a tous vocation à passer 2 semaines à monter une voiture ou à monter une maison. On voit les outils qu'on a, c'est assez compliqué. Donc la question finalement de à qui on s'adresse. Est-ce qu'il n'y a pas un public qui est un public peut-être de early adopter? Est-ce que ça va vraiment déborder de manière extrêmement large? Ou est-ce qu'on est sur un public assez circonscrit? Je sais pas. Et puis après, évidemment, toutes les questions sécurité, homologation, cohérence globale quand on parle d'une voiture. Et sécurité, comment j'arrive à me faire assurer quand j'ai fait une voiture comme ça, comment j'arrive à m'assurer, comment j'ai une prestation qui est globale. Quand on voit le comportement d'un véhicule comme celui-là, on peut se dire qu'il y a plein de questions qui sont des questions techniques, qui sont des questions vraiment très importantes, je pense, qu'il faut réussir à se poser le plus tôt possible avec le plus de monde possible. Et donc, ouais, dernier point, est-ce que c'est pas la manière dont on parle de SNCF, la vraie prochaine disruption pour l'automobile qui pourrait venir bousculer le fonctionnement très centralisé qu'on a aujourd'hui? Voilà.